Voilà. J'espère que vous voyez quelque chose. Ça n'a pas l'air de se transmettre sur la vidéo, mais ça va être sur... Ah. Sur la vidéo, mais ça va être sur... Il faut que je coupe le son. Voilà. Alors, j'espère que tout le monde m'entend. Dans Jitsi ou pas dans Jitsi. Et ben, on va essayer de commencer. On attend quand même parce que ça a l'air de se connecter sur le direct. Oui, et ben, c'est déjà ça de réussi, ça marche. C'est une grande première. Bien. Alors, pas le droit de pas être d'accord, mais comme j'ai tout doucement. Isabelle aussi, elle l'a volé. Ouais. Attention, il y a encore des micros à couper. Il y a encore des micros, je vais tout couper. Il y a encore plein de micros à couper, merci. Je rappelle, mais il faut que je coupe tous ces micros. Et curieuse, voilà, couper les micros à tout le monde. Je rappelle que vous pouvez intervenir sans problème en appuyant sur la barre d'espacement. Et donc, merci. Hop, c'est rien. C'est un petit passage. Voilà. Donc, on va se polariser aujourd'hui sur donc les colonnes satin. Et peut-être que la première question à se poser, c'est pourquoi est-ce que on utilise des colonnes satin et pas seulement le point zigzag que vous avez pu voir dans les premières visioconférences qu'on a fait sur InkStitch. Alors, on a là-devant un chemin, un tout simple chemin, et j'ai donné à ce chemin une épaisseur de 3 mm. Donc, si je lance le paramétrage, alors je passerai pas toujours par extension, InkStitch, paramètres. Je vous rappelle qu'il y a des raccourcis, que ces raccourcis, vous pouvez les installer. Donc, je signalerai à chaque fois le raccourci que j'utilise, mais ça rallonge trop de toujours passer par là. Voilà. Alors, allons-y. On va voir ce qui se passe quand j'ai mon chemin et que qu'il a 3 mm de large, que c'est un chemin continu. Voilà. J'ai donc un zigzag et on peut, pendant que le zigzag se fait, se poser la question, mais pourquoi aller chercher des complications? Alors, les complications, on va aller les chercher à cause, par exemple, de cet endroit-là, parce que tant qu'on fonctionne avec le point zigzag basique, on peut rien faire sur ce genre de choses et c'est quand même pas très joli. On s'imagine pas un beau monogramme avec une espèce de machin comme ça, vilain au milieu. Donc, le but ce soir, c'est de savoir comment remédier à ce problème et faire quelque chose de mieux avec nos colonnes. Alors, l'idée, c'est la suivante. Qu'est-ce que c'est qu'une colonne? Une colonne dans InkStitch, c'est tout simplement deux courbes de Bézier. Rappelons ce que c'est qu'une courbe de Bézier. Voilà, j'entre une courbe de Bézier. Eh bien, pour faire une colonne, il m'en faut deux. Ça paraît pas si fou que ça. Donc, je vais en tracer une deuxième. Voilà. Il me faut encore d'autres conditions. J'ai deux courbes de Bézier.
elles sont de même sens ici et c'est indispensable pour une colonne. On verra que ça nous pose des problèmes si on oublie cette chose importante. Et enfin, la troisième chose, il faut combiner ces deux courbes. Alors, combiner, on le trouve dans chemin, c'est quand même bien long, hein, chemin combiné avec le raccourci CTRL plus K, mais allons-y, voilà. Alors, vous voyez que je n'ai plus deux objets, comme je pouvais avoir tout à l'heure, mais j'ai là un seul objet qui est la combinaison de ces deux colonnes, de ces deux courbes de Bézier. Alors, comment ça va se passer à partir de là? Bon, là, c'est le cas le plus basique. Il nous faut paramétrer notre colonne. Alors, on retourne dans Inkstitch, dans l'extension Inkstitch, paramètres. On attend que ça veuille bien s'afficher, c'est quand même un petit peu lent. Voilà, alors, première remarque, ça ressemble pas beaucoup à du point satin. Ben non, ça ressemble pas à du point satin, parce que là, on n'est pas sur du point de satin le long des chemins. Donc, en fait, il nous a fait un petit point satin le long des chemins. Il faut qu'on lui explique qu'on veut une colonne satin. Donc, on va aller dans colonne satin personnalisée. Et ça y est, voilà, il a pris notre objet et il nous en a bien fait une colonne satin. Alors, à partir de là, évidemment, on peut faire beaucoup de choses sur notre colonne satin. On peut régler l'espacement zigzag, plus ou moins. Souvent, dans les colonnes satin, on peut mettre du 0,25, 0,25. On peut mettre un point d'arrêt ou ne pas mettre de point d'arrêt. Le point E, on n'en parle pas pour ce soir, ou en tout cas pas maintenant. Et vous voyez que là, c'est sorti beaucoup plus serré. Vous avez aussi ce que sont les sous-couches. Alors, on suppose quand même que vous avez déjà vu un petit peu ce que c'était qu'une sous-couche. Alors, on va par exemple choisir de mettre une sous-couche zigzag ou une sous-couche de contour ou une sous-couche de marche centrale. Sous-couche de marche centrale, on va dire qu'on en veut une, bien entendu. On n'insiste pas sur les paramètres, mais vous voyez ce qui se passe, il nous fait une piqûre, une ligne de piqûre au milieu de la colonne. Alors, je vais la laisser, mais je peux ne pas la laisser. On va voir ce que c'est que la sous-couche de contour, ça nous permettra de comparer. Alors, il nous a fait la première couche centrale et puis il a fait une autour. Et enfin, on peut, une troisième possibilité, je superpose tout ici, je vais faire une sous-couche zigzag. Alors, il nous refait ce qu'on avait prévu, et puis là, il nous fait un double zigzag sous la colonne. Alors, en général, on ne met pas les trois, hein, c'est vraiment de l'énergie perdue. Disons, pour faire simple, on dira que sous-couche zigzag, c'est pour les colonnes larges, sous-couche de contour moyenne, et puis le sous-couche de marche centrale, c'est pour les toutes petites colonnes, pour faire vite et pour voir l'essentiel de ce soir. Donc, on a pu... maintenant, on suppose qu'on a tout réglé. Alors ici aussi, hein, pour la sous-couche zigzag, vous pouvez régler l'espacement du zigzag. Il est réglé par défaut à 3. Si ça vous plaît pas, vous le réglez plus serré. Par exemple, si vous voulez faire un beau monogramme bien épais, vous allez le régler plus serré et mettre aussi, par exemple, aussi 0,25 si vous voulez que ça soit vraiment serré. Alors, le montant de l'incrustation, qu'est-ce que c'est? L'incrustation, c'est à savoir ça parce que vous allez regarder un petit peu ce qui se passe ici, les zigzags, là, ils sont très, très près du bord. Et maintenant, je vais exagérer, hein. Je vais mettre 0,5 mm pour qu'on voit bien ce qui se passe. C'est trop, hein, mais comme ça, on verra. Voilà. On verra mieux. Vous voyez ce qui se passe? Il y a plus de distance. Je peux même l'augmenter encore pour qu'on voit mieux. Je vais mettre 1 mm. Voilà. Alors, vous voyez qu'entre le zigzag et le bord de la colonne, il y a une plus grande distance. Hein. Alors, on retrouve la même chose d'ailleurs pour la sous-couche de contour. Non, elle est fixée. Donc, c'est pour le zigzag que vous avez cette incrustation. Ça peut être intéressant parce que quelquefois, le tissu resserre un petit peu
et c'est prudent de mettre le zigzag dessous moins large. Alors le mot 1 mm est ridicule, surtout si vous avez une colonne qui n'est pas très large. C'est du 0,1, 0,2 mm selon ce que vous allez faire. Voilà, ça y est, on a fait notre première colonne. Alors c'est très gentil tout ça, mais on se rend bien compte quand même qu'on est dans un cas extrêmement simple. Et puis, on peut avoir différents cas de figure. Alors, on va regarder un petit peu ici les différents cas de figure qu'on peut avoir. Il y a celui-là, donc, deux courbes de Bézier, comme on a fait avec des colonnes, des courbes de Bézier de même sens. Ça peut être des segments de droit, ça n'a aucune espèce d'incidence, ça que ce soit droit ou courbe. Ici, attention, j'ai pas pris la précaution d'avoir des courbes de Bézier de même sens. Alors, je peux essayer de combiner, vous allez tout de suite comprendre. Combiner. Combiner. Voilà, j'ai tellement l'habitude de le faire en raccourci, j'ai un peu de peine à passer partout. Et maintenant, donc, je vais aller voir avec Inkstitch pour le paramétrer. Et on va voir ce qui se passe. Donc, même chose, hein, il se promène sur les traits qu'on a dessinés, c'est pas ce qu'on veut, donc on va lui mettre une colonne satin, et on va lui dire qu'on veut une colonne satin personnalisée. Et comme vous le voyez, c'est probablement pas ce que vous attendez à voir en fait de colonne satin. Et ben c'est simplement dû au fait que, je vais quitter là, c'est simplement dû au fait que nos courbes de Bézier ne sont pas de même sens. Ici, situation de deux courbes de Bézier qui se croisent, ça nous donnera quelque chose d'encore plus fou que dans le dessin d'à côté. Ça marche évidemment pas du tout, mais enfin bon, on n'a pas bien envie d'appeler ça une colonne. Alors ensuite, on a ce cas-là, on a bien deux courbes de Bézier, elles sont bien toutes les deux de même sens, et la réponse, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, ben c'est des fois oui, des fois non. Alors pourquoi ça va bien marcher sur le logiciel, là si je lance la simulation, ça va très bien marcher. Par contre, vous voyez bien que ici, entre les deux courbes, je peux avoir une très grande distance. Alors, il y a des fois où ça va marcher, c'est quand cette distance maximum, là, elle dépasse pas les, en gros, 12 mm, c'est ce que tolèrent les machines. On va dire 12 mm pour faire simple, vous avez des machines qui vont en faire plus, mais en admettant que votre machine accepte de faire des sauts de 3 cm, il faut vous imaginer qu'à chaque fois, elle va faire un saut de 3 cm, il pourrait se faire qu'elle n'aime pas beaucoup ce genre de manipulation. Hein. Donc, oui, c'est de même sens, oui, c'est deux courbes de Bézier, oui, je peux les combiner, mais attention, naturellement, c'est vrai pour toutes les courbes que vous allez faire, ça doit garder une dimension raisonnable. Alors, quand on est en plein dans sa broderie, en général, on ne crée pas des broderies, des colonnes ou des zigzags de 5 cm de large, hein, c'est à peu près évident. Voilà. Donc, et après, qu'est-ce qu'on va faire rappelons donc les courbes de Bézier de base, en voilà une, c'est comme celle qu'on a faite maintenant. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ben ici, on a tendance à appeler encore courbe de Bézier, tout le monde dit c'est une courbe de Bézier. En fait, si vous regardez bien, il y en a deux. Une première ici, et à la suite, une deuxième. De même, si je regarde le dessin ici, j'ai une succession de courbes de Bézier, alors courbe ou droite, ou segment de droite, on s'en moque. Donc j'en ai une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Il est bien évident que quand on fait de la broderie, on est bien plus souvent dans ces deux cas-là que dans le cas qu'on a au-dessus. Ceci dit, on le rencontre quand même très souvent, en particulier quand on fait du lettrage. Alors allons-y, on va examiner différents cas de colonnes. Et cette fois, j'ai pris soin de mettre, alors je vais toujours dire ma courbe de Bézier, hein, je ne vais pas dire ma triple courbe de Bézier à chaque fois parce qu'on n'en sortira pas. Et j'ai bien pris soin de mettre tout dans le même sens. J'ai donc bien deux courbes qui vont dans le même sens. Je les ai déjà combinées et je vais essayer de lancer le paramétrage pour voir ce qui se passe, d'abord voir si ça marche. Et puis ensuite, voir ce que j'obtiens. Alors, allons-y, je lance le paramétrage avec les raccourcis CTRL HP.
Alors, celle-là, elle a déjà été créée comme colonne satin parce que je l'ai déjà utilisée. Donc, je ne suis pas repassée par le... Alors, donc, j'ai une colonne satin. Je peux paramétrer tout ce que je veux ici au niveau de la compensation d'étirement pour pas que ça soit trop serré. Ça, c'est à voir dans d'autres circonstances. Je crois que ça mériterait bien une compensation d'étirement, qu'on en parle une belle fois. Espacement zigzag de crête à crête, ici c'est 1,5 mm, c'est beaucoup, hein, mais j'ai mis 1,5 mm parce que l'intérêt c'est que vous voyez ce qui se passe. Je peux mettre beaucoup moins, vous verrez un énorme tas noir. Et point d'arrêt, j'en mets ou j'en mets pas selon ce que je suis en train de faire. Je retrouve ici mes histoires de sous-couche zigzag, sous-couche de contour, sous-couche de marche centrale, etc. Alors, on peut être satisfait comme ça. On peut remarquer aussi qu'il se passe des choses. Si vous vous souvenez des nœuds qu'on avait, ben on avait des nœuds ici, on en avait ici, on en avait ici, on en avait ici, et bien entendu, deux à chaque bout. On pourrait par exemple se dire, ben moi, elle me plaît bien, ce dessin, il me plaît bien, mais je voudrais que mes traits soient tous parallèles, qu'ils aient tous la même direction. Bon. On verra plus tard. Alors, deuxième exemple. On peut imaginer ce qui va se passer ici. Pourquoi? Parce que j'ai bien une courbe de Bézier complexe, là, avec 3 étapes. J'en ai une deuxième ici. Et bien entendu, compte tenu de ce qu'on a raconté tout à l'heure, eh ben, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Du moins, ça va nous donner un dessin extravagant. Parce que je n'ai pas des courbes de même sens. Et il faut impérativement que j'ai des courbes de même sens. Alors, je vais m'intéresser à celle-là. Vous allez comprendre pourquoi. Ici, j'ai 3 nœuds. Donc, en fait, j'ai 2 courbes de Bézier. Et ici, j'ai 3 courbes de Bézier. Alors, on va voir ce qui se passe. Je vais lancer, par exemple, le paramétrage. Donc, je lance avec CTRL Maj P. Et on va voir ce que nous dit Inkstitch. Alors, si vous avez déjà un tout petit peu expérimenté, vous vous dites « Oh, c'est pas bon ça, il ne sort rien du tout là, c'est pas terrible. » Alors, je vais quitter parce qu'il va me dire des méchancetés. Voilà, les méchancetés arrivent. Alors, en fait, ce n'est pas des méchancetés. Il me dit que dans mon chemin 9660, là, que je retrouve, si je veux le chercher, il est par là, ma colonne satin, il ne doit y avoir aucune traverse de direction. Soit il n'y a aucune traverse de direction, soit les rails n'ont pas le même nombre de points. Ah, voilà. Alors, on n'a pas de traverse de direction, on ne sait même pas ce que c'est pour l'instant. Mais on n'a pas le même nombre de points. Eh bien oui, on savait. Alors justement, ça va nous amener à voir qu'on a bien sûr une méthode pour résoudre le problème et qu'on va, Inkstitch nous propose une solution pour les nombreux cas où on n'aura pas exactement le même nombre de nœuds sur chacune des courbes. Dans la très grande majorité des cas, on se trouve avec des chemins qu'on a créés qui n'ont pas le même nombre de points. Alors, on aime bien avoir une solution pour ce genre de situation. Donc, on va reprendre cet objet. Donc, je vais le copier et puis on va aller travailler avec. Et on va essayer de faire quelque chose. Alors, la méthode avec Inkstitch, elle consiste à... Donc, j'ai bien préparé mon projet de colonne. Je revérifie que ça a bien le même sens, ça sera toujours. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est ce qu'on appelle la méthode des nœuds, avoir le même nombre de nœuds, mais là, bon, bah, elle ne marche pas, notre méthode des nœuds. Et alors, Inkstitch nous propose d'ajouter ce qu'on appelle des traverses. Alors, pourquoi des traverses? Parce que ces 2 courbes-là, la première et puis celle avec les plus de points, là, ça s'appelle des rails et on va mettre des traverses. Alors, les traverses, on les met avec l'outil qui sert à dessiner des lignes à main levée, qu'on obtient avec le P de pencil, bien sûr. Donc, je clique là-dessus, mais ça ne suffit pas de cliquer là-dessus, parce que sinon, vous allez avoir des manipulations en plus à faire. Retenez bien qu'en même temps, il vous faut appuyer sur la touche
majuscule, Shift, vous l'appelez comme vous voulez, mais vous l'utilisez. Et je vais mettre des traverses. Alors, en voilà une. L'avantage en appuyant sur la touche majuscule, c'est qu'elle nous ferme, deuxième clic, elle nous ferme et c'est combiné avec le reste. Alors, je vais par exemple en mettre une ici, une deuxième ici, peut-être une troisième ici. Bon, j'ai choisi de les mettre toutes un peu dans la même direction. Et on va regarder ce que ça donne. D'abord, est-ce que ça veut bien nous faire quelque chose quand on paramètre? Ou est-ce que ça va marcher ou pas, hein? C'est ça qui est important. Donc, je lance le paramétrage. Ah, il nous sort un écran, c'est déjà bon signe. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate plusieurs choses. C'est que dans la partie centrale, où j'ai mis mes traverses tout un peu dans le même sens, j'ai les points du zigzag qui sont tous dans le même sens. Par contre, au bout, ben, je me rends compte que les deux points du bout, là, ils jouent le rôle ils donnent la direction. Ça commence évidemment au début, c'est peut-être simple à dire, mais il faut le voir. Et donc, ça prend un petit temps pour arriver à la direction que j'ai donnée. Même chose à la fin, ça évolue en douceur entre ma dernière traverse et le bout de ma colonne. Voilà. Alors, je vais faire une toute petite pause et puis, est-ce que parmi les gens qui assistent là, Jitsi et sur Jitsi, est-ce que vous avez des questions à poser auxquelles on puisse répondre? Oui, Nicolas, excuse-moi. Je vous rappelle, il faut appuyer sur la barre d'espacement si vous voulez poser une question. Oui, Nicolas. J'entends presque pas, je suis désolée. Je vois que quelqu'un a levé la main. Si vous voulez lever la main, d'ailleurs, il faut appuyer sur le… Oui, c'est Nicolas. Tu m'entends mieux? Un tout petit peu mieux, oui. Je vais essayer de rapprocher le micro. Si moi, j'ai pas… Non, c'est peut-être mon micro qui est un peu loin. Moi, la coupable, là, j'avais baissé. C'est bon, je pense. Ouais. Je me posais la question, qu'est-ce qui va différencier le fait qu'on va avoir une colonne de satin ou un remplissage? Alors, à partir du moment où on clique en haut sur colonne satin, on a une colonne satin. Et à partir du moment où on a une forme fermée, d'accord, il faut que ça soit fermé. Je vais vite dessiner quelque chose pour que ça puisse nous faire un remplissage. Comme ça, là, on verra bien la différence. Bah, juste à fermer ton dessin, là, au pire. Oui, mais j'aime mieux le garder comme ça, pour l'avoir sur les colonnes. Mais c'est l'affaire. Voilà, là, j'ai quelque chose qui est fermé. Et là, quand je vais chercher, alors, il faut que je mette un fond, hein, si je veux un remplissage, bien entendu. Oui. Donc, je vais supprimer le contour parce que c'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant. Je vais lui mettre un fond. Voilà. Il n'est pas très gai, mon fond. Hein. Et à partir de là, j'ai mis un fond. J'ai un fond. Et quand je vais paramétrer, donc oui, ça va faire du remplissage, je comprends. Donc, si on veut transformer une forme qui était en remplissage en colonne de satin, en fin de compte, il suffit juste d'exploser le fait qu'elle soit fermée. Voilà. Il nous propose que auto-remplissage avec celui-là. Hein. Ouais. Voilà. Ok, ouais, j'ai bien compris, il n'y a pas de souci, d'accord. Donc, il suffit juste d'ouvrir la forme pour la passer en colonne de satin, quasiment. Voilà, oui. Okay. En général, on n'est pas… Enfin, ça arrive qu'on soit dans ce genre de situation, mais en règle générale, les formes de remplissage et les formes qu'on utilise pour les colonnes, on n'est pas tellement tiraillé par ce problème-là. Je pensais surtout au lettrage, en fin de compte. Oui, bien sûr. Et le lettrage, c'est beaucoup plus intéressant avec les colonnes qu'avec le remplissage, en fait. Oui, voilà, ouais, c'était pour ça. Bah, j'avais une police, en fin de compte, que j'avais automatiquement, j'avais utilisé le vectorisation automatique. Et effectivement, il me faisait que du remplissage et je me demandais comment le transformer en colonne de satin. Voilà, la réponse ce soir. Voilà. Oui, tout à fait, ouais. Alors, une chose importante, j'en profite avant que j'oublie. Si jamais, pour une raison quelconque, dans votre dessin, là, ça ne veut rien faire du tout, c'est parce que vous avez éventuellement laissé un fond. Si dans votre, ici, ça peut se faire que vous ayez laissé un fond, ça ne soit même pas nécessairement, et il se passe, vous n'arrivez plus à faire quoi que ce soit. Pensez-y, parce que justement, ce qui va vous y faire penser, c'est qu'il vous propose du remplissage. Il vous proposera du remplissage automatique, et vous voulez des colonnes. Alors, vous dites remplissage automatique.
ça veut dire qu'il y a un fond coloré et donc vous allez dans votre fond et contour et vous supprimez le remplissage. Là, il n'y en a pas, donc tout va bien. Hein. Mais si j'en mettais un, non, ça, voilà, j'obtiendrais quelque chose comme ça. Bon, c'est pas tellement. Hein. Mais voilà, ça peut se faire qu'on le voit presque pas, en particulier. Ça se produit beaucoup, ça, quand on travaille en mode contour. On aura peut-être l'occasion d'en parler ce soir. En mode contour, on voit pas le fond. C'est très pratique quand on fait du lettrage et on se fait prendre à tous les coups. Hein. À tous les coups, pas tout à fait, mais si on fait pas attention, on se fait prendre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, ben, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on va raconter après ça? Oui? Allô, une question. Oui, oui, j'entends. Moi, je voudrais savoir dans Inkscape, quelle est la différence entre combiner et grouper? Alors, combiner, on prend plusieurs objets et on obtient un seul objet. Quand je combine, on va voir celui-là, on va regarder dans Objet, j'ai un seul chemin. Il le considère comme un seul chemin. Si je prends, on va bien retrouver des... Voilà, si je prends cet objet-là et celui-là, je vais grouper. Alors, grouper, c'est dans Objet, grouper. Il va me constituer un groupe. Et d'ailleurs, il me marque groupe 1037. Il a fabriqué quelque chose là. Ça répond à la question? Donc, en fait, c'est pas du tout la même chose. Hein. Grouper conserve les chemins. Oui. Et là, les deux chemins les transforme en un seul. Sur le direct, tu as une question, Françoise. Oui, merci Marie-Françoise. Que veulent dire les parties les plus foncées dans la simulation? Alors, les parties les plus foncées dans la simulation, c'est la simulation qui essaye de mettre des ombres pour que ça ait du relief. C'est pas toujours très pertinent. Bon, qu'est-ce qu'il faut en dire qu'on finit par prendre l'habitude de... C'est pas parfait, quoi, c'est tout, mais même dans des logiciels très évolués qui ont des réputations extraordinaires, les ombres qui sont mises dans la simulation, c'est pour faire joli, hein, faut bien dire les choses, mais faut que ça permet de se rendre compte aussi, la simulation, ces fameuses ombres, quelquefois elles sont très utiles pour voir des petits bouts de traits qu'on n'a pas vus et qui deviennent apparents avec ça. Alors, les ombres qu'on obtient dans la simulation, prenons-les comme telles, hein, c'est joli, tant mieux, on est content, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Hein. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? Oui, je vois que c'était quand on fait une simulation, il y a des parties plus foncées. Bon, alors vivons avec les parties plus foncées, et puis c'est bien d'avoir posé la question parce qu'effectivement, on se demande des fois ce que c'est. Alors, une petite précaution toute simple, évitez les situations de ce genre où vous avez deux lignes et des traverses. Vous voyez, si je vous dis, vous pensez que c'est quoi les rails et vous pensez que c'est quoi les traverses, sur ce genre de dessin, vous obtiendrez peut-être pas le résultat que vous voulez. Donc, pensez-y. La méthode est simple. Si vous avez des doutes de ce genre, vous passez et vous rajoutez purement et simplement une traverse. Si vous voulez, par exemple, que ce soit ces deux-là qui soient les rails et que ce soit ces deux-là qui soient les trois que je fais en tête qui soient les traverses, comme ça, il n'y aura pas de doute possible. D'ailleurs, ça marche avec une seule traverse. On n'est pas obligé d'en mettre deux ou trois. Hein. Alors, je pense pas qu'on aura non plus le temps de parler beaucoup du lettrage, mais c'est une application absolument énorme des colonnes. Ça tombe sous le sens. Hein. On peut pas faire du beau lettrage sans utiliser les colonnes, sauf quand c'est des trucs très gros. Les débutants en général disent oui, mais moi j'y arrive très bien en faisant du remplissage. Oui, bien sûr. Oui, on y arrive. Pas de doute, hein, vaut mieux ça que rien faire du tout, c'est sûr. Et ça marche effectivement si on a des lettres très grosses, ça peut être intéressant naturellement de les remplir parce qu'à ce moment-là, elles ont plus l'aspect d'une surface pleine que de n'importe quoi d'autre. Donc si on a du temps, on reviendra un petit peu sur le lettrage, mais là aussi, je crois bien que ça mériterait qu'on fasse quelque chose soit tout seul.
Alors, on va s'intéresser à des choses que vous pouvez rencontrer, c'est quand vous avez une forme fermée comme ça, et que vous voudriez bien que cette forme fermée, elle soit remplie, donc la partie que j'ai colorée ici, que cette partie colorée soit remplie avec du point satin. Alors, ça va mieux maintenant avec la nouvelle version d'Inkstitch. Au début, on obtenait des choses catastrophiques avec ce genre de choses. Alors, je l'ai refaite 2 fois. On y voit. Tiens, je vais justement vous montrer ce que c'est que le mode contour pour ceux qui connaissent pas. Ici, on voit pas bien le chemin, on distingue pas bien, on se moque de la couleur des objets dans l'affaire. Hein. Ce qu'on voudrait, c'est travailler sur la forme. Alors, je vais aller dans Affichage, mode d'affichage et contour. Et là aussi, je vous invite vivement à prendre le raccourci CTRL 5 parce que ça soulage bien quand on veut passer rapidement de l'un à l'autre. Alors, vous voyez tout de suite qu'ici, on est beaucoup plus à l'aise pour voir ce qui se passe. Entre autres, pour tout de suite remarquer, maintenant qu'on en a bien parlé, que dans ce cas-là, j'ai un chemin qui tourne dans un sens et l'autre qui tourne dans l'autre. Donc, on peut penser que ça ne va pas être terrible. Donc, j'ai refait le dessin en mettant plutôt les deux chemins dans le même sens. Alors, on va essayer de paramétrer. Et là, des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Alors, CTRL, Maj, P. Alors, jusque-là, il veut bien. Il nous fait des petits points satin sur nous. On n'a pas du tout l'intention de faire ça. Donc, on va lui proposer de nous faire une colonne satin personnalisée. Alors, on obtient quelque chose de très esthétique, n'est-ce pas? Mais c'est probablement pas exactement ce que vous voulez. Alors, pourquoi ça? Parce que souvent, ici, en pareil cas, ça vaut la peine, comme vous avez une forme fermée, que peut-être Inkstitch, justement, il ne sait pas bien si c'est du remplissage ou pas, ou ce que c'est, et tout simplement, vous allez choisir 2 points. Alors, on évite de choisir un point ici et puis l'autre ici, hein, parce qu'évidemment, ça va bien de sens. On prend 2 points, je vais dire, en face l'un de l'autre, ce qui ne signifie pas grand-chose, mais je pense que tout le monde comprend. Et puis, je vais briser les chemins au nœud sélectionné avec cet outil. Et si vous avez une version plus ancienne, il faut les séparer un petit peu. Mais je crois bien qu'avec la version qu'on a maintenant, la dernière version, si on lance le paramétrage, il va nous faire quelque chose de plus intéressant. Alors, il faut qu'on lui dise qu'on veut une colonne satin. Vous remarquez au passage que les points, la brisure qu'on a faite, là, elle a l'avantage de dire à quel endroit on commence, ce qui n'est pas nécessairement mauvais. Hein. Donc, allons-y. On va voir ce qu'il veut bien nous faire. Donc, tout va bien. Et il nous a fait un point satin. Donc, on peut appliquer et quitter. Vous pouvez d'ailleurs, en pareil cas, si vous avez des difficultés, si ça ne veut pas marcher, parce que des fois, c'est un peu capricieux, rappelez-vous que vous pouvez toujours utiliser votre méthode des traverses. Et vous avez ici des rails, certes, qui tournent en rond, mais vous pouvez rajouter des traverses. Ici, par exemple, en disant, tiens, on peut regarder ce que ça donne, je vais mettre des traverses. J'appuie donc, je pense bien appuyer sur la touche majuscule. Je vais décider que je veux mettre mes traverses comme ça, et puis comme ça, et on va regarder ce que ça donne. Comme ça, on verra bien à quoi servent nos traverses. On va dire comme ça. Et je vais relancer mon paramétrage, donc avec CTRL, Maj, P. En espérant que ça va nous faire quelque chose. Alors, par rapport à tout à l'heure, vous pouvez vous rendre compte que c'est la direction des points. Donc, ça fait des effets un peu différents. Ici, j'avais mis une traverse qui était un peu comme ça. J'en avais mis une autre par là, comme ça. Et je crois que j'en ai une par là. Donc, ça peut modifier la colonne. Ça peut permettre de faire des effets intéressants, de rendre un endroit plus dense,
Après, on tombe dans le domaine de l'esthétique et puis de l'artistique. Hein. Voilà. Je vais lancer une simulation de ça. Comme ça, on verra, tiens, le problème. Alors, la simulation, j'ai quand même le lancé une fois par l'extension, Inkstitch. Je sais même plus le retrouver ici. Visualiser, exporter. C'est un peu vicieux tellement c'est loin. Donc, moi, j'utilise Maj plus CTRL plus L. J'en profite pour signaler qu'il faut vous les rajouter les raccourcis. Et il y a des documents, une vidéo très bien faite par l'Arduino pour pouvoir rajouter ces raccourcis dont vous diriez au début mais que c'est difficile, et puis au bout d'un petit moment vous direz mais comment diable est-ce que je peux me passer de ça? Alors je vais accélérer un peu le procédé. D'abord ce petit cheval là qui permet d'accéder, et puis on va passer à ce qu'on appelle la vue réaliste. Voilà. Alors, on a des ombres. D'ailleurs, si vous regardez justement les ombres un petit peu, elles correspondent plus ou moins aux zones qui sont... Non, même pas, tiens. Ici, je sais pas pourquoi il y a des ombres. Ça nous donne l'impression qu'on est dans un tube ou je sais pas quoi. Et je voudrais vous montrer un petit quelque chose. Ici, vous pouvez vérifier si vous avez des points d'arrêt ou pas. C'est pas un cas où on voit très bien, mais ici, effectivement, on vérifie qu'on a bien un point d'arrêt. Pour les gens qui font beaucoup de lettrage, c'est important parce qu'il y a à l'intérieur d'une lettre, on n'a pas du tout envie qu'il y ait des points d'arrêt. Par contre, à la fin de la lettre, on veut qu'il y ait un point d'arrêt. Donc, c'est finalement, quand on fait la simulation à la fin, qu'on est capable de bien voir si oui ou non il y a un point d'arrêt. Sinon, il faut aller revoir, reparamétrer pour être sûr qu'on a bien mis son point d'arrêt. En faisant une simulation, ben on sait, oui, j'ai mon point d'arrêt, il est là, je le vois, il y a un petit machin, je vois bien que c'est pas comme les autres colonnes. Voilà pour une fois la simulation. C'est toujours un petit peu long de faire la simulation, mais ça rend de grands services quand même. Bon, alors, pour ce qui est de la fabrication des colonnes, on en a fini. Alors là aussi, je vais regarder s'il y a des questions sur le direct. Comment scinder une colonne SATA? Alors, il faut rester encore un petit peu. Ça fait partie des outils SATA. Et je m'arrête précisément avant de passer à la deuxième partie sur les outils SATA. Comment faire s'il y a des colonnes en forme de pointe pour qu'il n'y ait pas un amas dans la broderie? On tâchera d'en parler à un moment quelconque. Et comment ajouter ou enlever le point d'arrêt? Alors, enlever le point d'arrêt, là, c'est facile. Hein, vous allez dans les paramètres. Si la case point d'arrêt est cochée, c'est que vous allez avoir un point d'arrêt. Et si la case point d'arrêt n'est pas cochée, c'est que vous n'avez pas de point d'arrêt. Alors, il y a un petit problème avec Inkstitch, c'est que lui, il sait faire que mettre des points d'arrêt au début et à la fin, ou pas mettre de point d'arrêt ni au début ni à la fin, ce qui est quelquefois gênant. En particulier, on parlait de lettrage de temps en temps. Mais quand vous terminez votre lettre, la colonne qui termine votre lettre, vous voulez bien entendu qu'il y ait un point d'arrêt à la fin, mais vous en faites un au début de la colonne, ce qui sert rigoureusement à rien et ralentit votre machine. D'ailleurs, pensez bien à enlever les points d'arrêt quand il n'y en a pas besoin, parce que quand vous avez des petits objets, ça ralentit, c'est épouvantable, ça sert strictement à rien. Quand par exemple vous avez une colonne avec une sous-couche, la sous-couche elle est sous les points que vous allez faire, donc c'est pas la peine de faire un point d'arrêt au début. Donc vérifiez bien ces questions de point d'arrêt, on n'y pense pas beaucoup au début. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Eh ben alors on va continuer de la deuxième partie qui est donc les outils SATA. Voilà, alors dans ces outils SATA, on va repenser à notre petit chemin du départ là, qu'on avait rempli péniblement avec un point zigzag dont on avait trouvé que c'était pas terrible le résultat. Eh ben, il y a un outil, il y a tout un tas d'outils d'ailleurs, d'outils SATA. On va aller voir où. Dans les extensions, Inkstitch, outils SATA. Et l'objet de cette deuxième partie ce soir, c'est
de voir tout ce qu'on peut des outils satin. Alors, je ne sais pas si on verra le remplissage automatique de colonnes satin, même si c'est très intéressant pour ceux qui font du lettrage, mais peut-être que ce soir, ça nous fera trop, on verra. Et le premier outil satin qu'on va essayer justement sur notre colonne, sur notre chemin, là, c'est convertir une ligne en satin. Alors, convertir une ligne en satin, ça va porter donc sur un chemin comme je viens de faire, auquel j'ai donné une épaisseur, on va retourner voir quand même, hein. J'ai donné une épaisseur de 3 mm, j'ai choisi que le point satin que je veux faire est 3 mm. Il faut qu'il soit en point continu, hein, pas en pointillé. Et puis voilà, c'est tout. Et je vais, donc je recommence, comme ça vous aurez bien vu par où on passe. Outil de remplissage, non, outil de satin, voilà, convertir la ligne en satin, parce que on se pose un peu la question, mais comment je vais faire avec pour avoir les deux colonnes? Ben rien, je vais faire clic et puis c'est tout. Je vais lui laisser faire, en espérant qu'il va bien voir. Voilà, tout est là. J'ai bien, je vais le mettre en mode nœud là. Voilà, j'ai bien donc les deux rails qui sont de même sens, on peut le vérifier ici. Et j'ai bien tout un tas, alors il n'y a pas un var en traverse, hein. Et là, on va voir ce que ça nous donne quand je le paramètre et que j'essaye de le coder, hein, tout simplement. Donc, CTRL Match P pour attraper les paramètres. Alors, il est directement en colonne satin parce qu'il sait que c'est une colonne satin, puisque j'ai tout fait pour le transformer en colonne satin. Et vous allez vite regarder la différence ici. C'est que là où tout à l'heure, au tout début, j'avais un espèce de vide, j'avais quelque chose qui n'était pas joli, et bien la colonne satin, elle a géré cette difficulté. Alors, elle ne le gère pas toujours parfaitement, et il y a encore des perfectionnements. Quelqu'un a posé la question comment scinder une colonne, ben on apprendra par exemple à couper cette colonne ici pour éventuellement faire des effets différents et améliorer encore quand on a des pointes, quand on a des choses qui sont très aiguës. Si je modifie ici puis je repars comme ça que c'est très très aigu, c'est pas toujours très joli. La perfection, c'est pas encore ça. Voilà. Donc voilà le premier outil satin, donc convertir une ligne en colonne satin, précieux. Alors, une petite remarque, quand vous êtes en train de faire une recherche sur un motif, pensez bien, quand vous avez transformé en colonne satin, vous ne pouvez plus revenir, en tout cas pas facilement, à votre chemin de départ. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que tant que vous êtes en train de chercher ce que vous allez faire, vous ne savez pas bien, utilisez le point zigzag, regardez un peu ce que ça donne. Vos angles, là, ils ne seront pas bien jolis, c'est entendu, mais vous réglerez la largeur de la colonne, parce que c'est souvent qu'on se dit, tiens, ça serait bien, je vais lui mettre 2 mm et demi, et puis, pas de chance, au bout d'un moment, on se dit, bah, c'est quand même bête, hein, j'aurais dû mettre que 2 mm, ou finalement, j'en voulais 4. Et là, c'est très difficile de changer. Donc, on répète bien entendu toujours qu'il faut garder son dessin précieusement quelque part pour pouvoir le ressortir quand on en a besoin, soit qu'on le mette dans un calque quelque part, qu'on verrouille le calque et qu'on le rend invisible pour y toucher, et qu'on retravaille dans un deuxième calque, soit qu'on le garde même quelque part dans un fichier à part pour pouvoir revenir dessus. Mais ça rend de grands services de ne pas transformer directement les chemins en colonnes, même si on a très envie de tout de suite avoir des jolies colonnes. Ça permet de chercher et puis de voir après de dire bah non, finalement j'avais dit que c'était plus joli si je mettais une colonne qui avait telle dimension. Et quand on fait sa colonne, eh bien, on règle son chemin en disant je veux que ça ait, moi j'ai mis 3 mm, en fait là je ne peux plus revenir si j'en veux 5 ou si j'en veux 2, je ne peux pas revenir. Donc, sauf si tout de suite, comme je viens de faire, je peux annuler le travail que je veux faire, hein, mais au bout d'un petit moment, on ne peut plus annuler, quoi. Surtout si on a enregistré, après c'est fichu. Des questions sur se convertir en colonne satin? Non, c'est bon, ben on continue alors. Alors, voilà. Là, l'idée, j'ai préparé. Donc, j'ai préparé là une colonne satin et on va lui faire subir diverses tortures.
justement comment couper une colonne satin. Alors, couper une colonne satin, ça arrive dans des cas, comme on l'a vu, par exemple, un endroit, elle n'est pas très jolie. Par exemple, ici, on se dit, selon ce qu'on a fait, ça peut ne pas être très joli, on veut couper ici, ou pour une raison quelconque, on se dit, bah, elle est trop longue, là, il faut que je la diminue, qu'est-ce que je vais faire? Alors, on peut travailler sur les nœuds, hein, on peut venir là, et puis on dit, je sélectionne tous ces nœuds, et puis, etc. Enfin, je sélectionne tout cela, c'est un peu si je fais comme ça, et puis on ajuste en disant, ah ben non, il fallait bien penser à supprimer celui-là, etc. On peut le faire par cette méthode, ça marche aussi. J'ai tout désélectionné maintenant. Voilà. Donc, je veux dire que je ne veux pas celui-là, donc en appuyant sur la touche Maj, j'ai ce que je veux, et je peux supprimer cette partie-là, donc j'ai raccourci ma colonne. Quelquefois, ce qui se passe ici, il y en a beaucoup de nœuds, tout va bien, mais quand on a créé une colonne et qu'il n'y a pas beaucoup de nœuds, c'est le cas de celle-là, et qu'on veut la couper ici, ben ça ne marche pas. Alors, on peut rajouter des nœuds, alors, etc., etc. En fait, il y a une méthode très efficace, un autre outil satin. Alors, on va bien regarder cette colonne, comment elle va se faire une petite simulation. Bon, ben, pas de chance, hein. Je vous fais une simulation et manifestement, elle n'est pas paramétrée, ma colonne. Donc, ce n'est pas la peine qu'on continue, on va la paramétrer. Et d'ailleurs, j'en profiterai pour vous dire que quand on veut utiliser un outil satin, il faut qu'on ait déjà une colonne satin. C'est-à-dire que si comme moi, si comme je m'étais précipité pour utiliser un outil satin là-dessus, ben, ça n'aurait pas marché pour la raison simple que je n'avais pas une colonne satin. Voilà. Donc, on voit bien ici, hein, on voit bien que je n'ai pas une... Il me fait bien des zigzags, qui sont minuscules parce que mes traits ne sont pas épais. Donc, je vais le paramétrer en colonne satin. Ça me plaît mieux comme ça. Bon, alors je peux passer mon temps à régler l'espacement, etc., mais ce n'est pas l'objet de ce qu'on est en train de faire ici. Je peux mettre une sous-couche. Tout ce que je vais faire après, ça marche que j'ai fait une sous-couche ou pas. Donc là, je suis bien avec une colonne satin et je vais pouvoir appliquer un outil satin. Alors, pour scinder une colonne, il faut premièrement que je dise où je veux scinder la colonne. Alors, pour scinder la colonne, il faut aller chercher l'outil qui nous permettra de marquer la colonne, et c'est dans les commandes, et c'est une commande que je veux ajouter à un objet sélectionné. Ce n'est pas un calque, c'est pas ajouter des commandes n'importe où, c'est un objet sélectionné. Voilà, donc c'est bien le cas. Alors, il me propose différentes commandes, et moi ici, c'est pas position de départ du remplissage, ni position de fin du remplissage. Je veux point de partage à utiliser avec scindé colonne satin. Donc, vous voyez que ça s'applique à une colonne satin. Donc, tout à l'heure, si je n'avais pas vu que ce n'était pas paramétré, ben, ça n'aurait pas marché. Des fois, on cherche pendant longtemps pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on ne peut pas travailler sur une colonne satin si ce n'est pas une colonne satin. Voilà. Alors, il m'a mis cette espèce de machin qui va me permettre de préciser à quel endroit je veux que ça soit coupé. Alors, au début, on a un peu des difficultés avec ces commandes qui ont l'air de jamais vouloir aller où on veut. On se dit, tiens, je voudrais mettre la commande ici, on la déplace, et puis, tiens, elle s'est mise comme ça, on la déplace ailleurs, elle se met comme ça. En fait, il y a plusieurs astuces avec. D'abord, quand on en utilise beaucoup, elles sont très grosses et très malades, ça en met de partout, on n'y voit plus rien. Alors, je vous signale que vous pouvez considérablement les diminuer, elles perdent rien de leur pouvoir sous prétexte que vous les avez diminuées. Et une autre chose, si vous voulez placer votre coupe précisément, une petite astuce que j'ai découverte depuis pas si longtemps que ça, vous passez en mode nœud, hein, en mode édition de nœud, là, et vous déplacez ce point-là, voilà, et si je suppose que je vais le couper là absolument, il va vous le couper à cet endroit. Il y a une autre méthode qui consiste à placer la commande pile à l'endroit où on veut, mais finalement, c'est moins précis.
Et du coup, après, pour pas en avoir plein votre page, vous pouvez revenir, mais il faut prendre tout votre objet là, et vous pouvez le diminuer autant que vous voulez. C'est pas la peine de le garder si grand que ça. Hein. Voilà. Bon, voilà. Ça me l'a remodifié. Il est un petit peu capricieux ici, là-dessus. Je savais pas mon. Alors, je reviens, je remets le point. Non, c'est pas ça. Excusez-moi, j'ai pas sélectionné ce point suffisamment. Je vois plus rien, c'est-à-dire comme c'est petit. Voilà. Donc, je sélectionne ce point et je viens le placer là où je veux, puis cette fois, j'y touche plus. Bon, alors, maintenant, je vais sélectionner mon objet. Il faut que je travaille maintenant sur l'objet. Et je vais lui demander de scinder l'objet. Donc, ici, hein, elle est cachée, mon petit. Alors, je vais dans Extension, Inkstitch, et cette fois, c'est dans mes outils de satin. On est dans les outils de satin. Et je vais lui demander de scinder la colonne satin. Voilà. Voilà. J'avais une colonne. J'en ai deux morceaux ici. Un premier morceau qui est là et un deuxième morceau ici. Alors, l'avantage d'utiliser scinder la colonne satin par rapport à couper, par exemple, à séparer des nœuds, c'est que, ça vous garde le paramétrage, ce qui est quand même agréable. Vous n'êtes pas obligé de repasser pour chaque morceau par le paramétrage. Et ensuite, ça vous fait une coupe d'une extrême précision. C'est pas du bidouillage avec vos points de satin qui vont être n'importe comment. Si vous repassez après, si pour une raison quelconque, vous êtes obligé de broder ces colonnes en deux temps, par exemple pour en revenir au lettrage, vous avez besoin de broder cette colonne, puis vous avez besoin de faire un saut parce que vous avez quelque chose à broder là avant de rebroder celle-là. Ben, quand vous revenez ici, ça vous raccorde, c'est parfait le raccord, c'est pas un petit peu ou presque parfait, c'est totalement parfait. Les points sont comme ils étaient au départ. Alors, montrons bien qu'on obtient deux objets. Hein. J'ai bien deux objets. Je peux les mettre comme ça, par exemple. On verra qu'on en aura besoin après. Tout à l'heure, on va se faire un petit dessin pour tout à l'heure. Voilà. Alors, dans nos outils de satin, qu'est-ce qu'on a encore dans nos outils de satin? Ne perdons pas le fil de ce qu'on veut faire. Revenons à nos outils de satin. On a convertir en ligne satin, on a vu. Scinder en colonne satin. Et on va essayer de parler d'intervertir les rails satin. Je vais vous en parler ce soir. Je suis pas sûre que vous ne disiez pas que c'est un truc qui sert à rien. Vous en comprendrez l'usage en travaillant, mais je vais vous montrer quand même. Alors, quand on va regarder comment ça se brode ici, je vais prendre celui-là. Et puis, je vais peut-être passer par paramètres parce que ça s'affiche plus vite. Hein. Ça revient au même, mais l'affichage est moins lent que pour la simulation. Voilà. Voilà. Alors, je vais regarder comment ça se finit ici. Vous voyez que quand ça s'arrête, là, la croix, elle nous dit où ça s'arrête pour la colonne satin. Et ça va nous rendre service pour voir certaines choses. Et je suppose que je veux raccorder, j'ai besoin que ces deux colonnes soient proches l'une de l'autre. Et j'ai besoin d'essayer de les raccorder. Je vais... on va broder celle-là. C'est juste un cas où c'est pas très pertinent. Je vais faire quelque chose avant. Je vous montrerai après. Voilà. Alors, je brode ma deuxième. On va pas trop voir ce qui se passe bien, mais on va quand même regarder. Ça nous permettra aussi d'apprendre éventuellement à revenir dans le paramétrage. Donc, bien entendu, ça me brode. Alors moi, j'aimerais bien savoir comment elle commence, puisque c'est la deuxième colonne. Elle finit là en bas,
Voilà. Alors, je suis revenue en arrière et puis je vais faire avancer un tout petit peu pour voir comment ça commence. Alors, vous voyez qu'elle descend, nous fait les points d'arrêt. En fait, elle a commencé en haut, là. Hein. Elle a fait les points d'arrêt, elle a commencé en haut de la colonne. Alors, donc, je vais reprendre mes deux colonnes, là, et puis je décide que je vais les broder l'une après l'autre. Donc, je sélectionne la première, puis la deuxième, et je vais les broder. Donc, il me brode la première. Voilà. Vous remarquez ici un fil qui n'est pas très, très joli. Il va se voir quand on va broder. On voit bien qu'il y a un saut qui est fait de la fin de cette colonne au début de l'autre ici. Alors que je me dis, ce serait quand même drôlement bien si ça passait en ce petit point-là, à la fin de la première colonne, juste à côté, à celui de la deuxième colonne. Alors, c'est justement ce qu'on va faire pour intervertir les rails. Je vais intervertir les rails de la deuxième colonne pour que, au lieu de commencer là en haut, ben, ça commence sur l'autre rail. Au lieu de commencer sur ce rail-là, ça commence sur celui-là. Donc, allons-y. J'ai dit que je travaillais sur la deuxième colonne. Ils sont peut-être groupés mes deux, non. Et donc là, je vais utiliser l'outil satin, extension, ink stitch, outil de satin, intervertir les rails satin. Voilà. Alors maintenant que c'est fait, je vais regarder qu'est-ce qui a changé dans ma broderie. Je vais reprendre les paramètres pour que ça affiche un peu plus vite. Voilà. Bon, vous voyez bien que le résultat est nettement meilleur ici. Alors, pris comme ça sur deux colonnes, on a quand même l'impression que c'est un peu du coupage de cheveux en quatre. Vous aurez vite fait de comprendre quand est-ce que vous en avez besoin. Au début, on se dit, je n'utiliserai jamais ce machin-là. Et si vous voulez faire de beaux monogrammes, par exemple, vous êtes bien obligé d'en passer par là. Sinon, vous avez des sauts tout à fait malvenus. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y en a sur le direct? Non?